le juge Alejandro Moral entra ce matin-là au tribunal avec l'assurance habituelle. Son costume, impeccable, sa cravate bleu foncé, ajustée au cou, et son expression sévère, qui l'accompagnait depuis des décennies, affichaient la confiance. Dehors, Mexico rugissait de son chaos habituel, le klaxon des microbus, les annonces des vendeurs ambulants, l'arôme des tamales et du café se mêlant à la fumée des voitures. Mais dans cette salle solennelle régnait un silence presque sacré, rompu uniquement par le murmure des avocats et des secrétaires rangeant des papiers. Alejandro se dirigea vers son siège sans regarder personne, conscient que tous l'observaient comme l'homme qui, d'un coup de marteau, pouvait décider de la vie d'autrui. Mais ce matin-là, quelque chose de différent l'attendait. Lorsqu'il leva les yeux vers le premier rang, là, au milieu des assistants, se trouvait un homme qui ne figurait pas sur la liste des audiences. Il portait une simple tunique blanche. Ses cheveux tombaient doucement sur ses épaules et son regard était si serein qu'Alejandro sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne ressemblait ni à un accusé, ni à un témoin, ni même à un simple visiteur. Il y avait quelque chose en lui qui le rendait impossible à ignorer. Alejandro se frotta les yeux, pensant que c'était dû à la fatigue. Il avait dormi à peine 4 heures, passant en revue des dossiers jusqu'aux petites heures du matin. Cependant, en regardant de nouveau, l'homme était toujours là, immobile, le regardant avec un mélange de compassion et de fermeté. Le juge sentit l'air lui manquer. Un mot traversa son esprit comme un éclair, Jésus. Il respira profondément, essayant de reprendre ses esprits. Impossible, pensa-t-il. Je suis épuisé. C'est tout. Il entama l'audience en faisant semblant de ne rien remarquer. Cependant, chaque fois qu'il levait les yeux des documents, ses yeux le trouvaient, s'enfonçant au plus profond de son être. Avant de continuer, cher auditeur, laissez-moi vous faire une invitation spéciale. Si ces histoires qui touchent le cœur et la vie réelle vous intéressent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun récit capable de transformer votre façon de regarder le monde. Alejandro déglutit. Il se souvint soudain de sa grand-mère maternelle, une femme d'Oaxaca qui avait l'habitude de lui raconter, quand il était enfant, des histoires de saints qui apparaissaient à des personnes ordinaires pour les guider. Il avait toujours rejeté ces récits comme des superstitions de village. Il était devenu un homme dans les salles de droit de l'UNAM, où la raison et la loi étaient ses seuls guides. Pourquoi alors, à cet instant, sentait-il ces vieilles histoires prendre vie devant lui? Le secrétaire du tribunal lui remit un dossier, mais Alejandro pouvait à peine se concentrer sur les lettres. Son cœur battait fort, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Il fit un effort titanesque pour lire les accusations, pour garder sa voix ferme, mais la silhouette était toujours là, sereine, patiente, comme si elle n'était pas pressée de révéler son dessein. Pendant qu'il écoutait la déclaration du premier accusé, Alejandro sentit le temps ralentir. Tout devint flou, les mots des avocats, les murmures dans la salle, même le craquement des bancs de bois. Il ne restait que ce regard fixe, profond, impossible à éviter. Il ne savait pas s'il s'agissait d'une vision, d'un rêve éveillé ou d'une folie qui commençait à le consumer. La seule certitude était que cet homme n'appartenait pas à cet endroit et, pourtant, il était assis là comme s'il devait toujours occuper cet espace. Le juge serra les lèvres, décidé à ignorer ce qu'il voyait. « Je suis un homme de loi, pas de fantasme, » se dit-il. Mais au plus profond de son être, quelque chose avait déjà commencé à vaciller, car dans cette salle où avait toujours régné la froideur des codes et des dossiers, une fissure invisible semblait s'être ouverte, laissant passer un mystère trop grand pour être expliqué. Et tandis que l'audience avançait avec une apparente normalité, Alejandro sut que ce matin marquerait le début de quelque chose qui échappait complètement à son contrôle. Le lendemain matin, Alejandro arriva au tribunal avec un nœud à l'estomac. Il avait passé toute la nuit à ruminer ce qui s'était passé. Il n'en avait rien dit à Elena, sa femme, car il craignait qu'elle ne pense qu'il perdait la raison. Il avait à peine pu dormir et, quand il l'avait fait, il avait rêvé des yeux sereins de cet homme qui le regardait sans jugement, mais avec une autorité qui le désarmait complètement. La circulation d'insurgentes était insupportable. Les klaxons et la fumée des camions l'irritaient plus que d'habitude. Il descendit de la voiture avec les sourcils froncés, essayant de se convaincre que tout cela était dû à la fatigue. Cependant, en entrant dans la salle et en prenant place sur l'estrade, son cœur fit un bond. Il était là encore, assis à la même place que la veille, tranquille, comme s'il l'attendait. Alejandro serra les dents. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible,
murmura-t-il entre ses lèvres. Il regarda discrètement son secrétaire, qui parcourait des dossiers sans prêter attention à quoi que ce soit d'autre. Les avocats discutaient entre eux. Les accusés attendaient, la tête baissée. Personne ne semblait remarquer la présence de cet homme. Était-il possible que lui seul puisse le voir? Pendant la première audience, Alejandro essaya de se concentrer sur les déclarations, mais de temps en temps ses yeux revenaient irrésistiblement vers la silhouette en tunique blanche. Il sentait sa peau se hérisser et une sueur froide lui coulait sur le front. Soudain, il se souvint des histoires de sa grand-mère à Oaxaca. Elle lui parlait d'apparitions et de miracles avec une foi inébranlable, assurant que le divin pouvait se manifester dans n'importe quel coin, de la cuisine en adobe à l'église du village. Alejandro avait toujours souri avec incrédulité, convaincu qu'il s'agissait de fantasmes d'une génération perdue dans les superstitions. Mais maintenant, face à cette vision, ses souvenirs revenaient avec une force qui le déstabilisait. À un moment donné, il se pencha vers son secrétaire. « Voyez-vous l'homme au premier rang » demanda-t-il à voix basse. Le secrétaire le regarda avec perplexité. « Quel homme, monsieur le juge ?» « Il n'y a que la famille de l'accusé. » Alejandro resta figé. Il fit semblant de s'éclaircir la gorge et reprit l'affaire, mais son esprit était un tourbillon. À la fin de la journée, il quitta le tribunal d'un pas lourd. Le ciel gris de la ville annonçait la pluie et les premières gouttes commencèrent à tomber sur sa veste. Il alluma une cigarette, bien qu'il ait promis il y a des années d'abandonner ce vice. Il avait besoin de quelque chose pour le ramener sur terre. En marchant vers sa voiture, il pensa à voix basse, « Je suis en train de devenir fou. » De retour à la maison, Elena l'accueillit avec un sourire fatigué et l'arôme de bouillon de poulet fraîchement préparé. « Tu as l'air épuisé, Alejandro. As-tu dormi un peu? » « Suffisamment, » répondit-il en évitant son regard. Elle l'observa avec tendresse et inquiétude à la fois. « Tu devrais m'accompagner à l'église ce dimanche. Ça te ferait du bien de te rapprocher un peu de Dieu. » Il laissa échapper un rire amer. « Dieu ne résout pas les dossiers et ne rend pas les jugements, Elena. » Mais ces mots ne parvinrent pas à le convaincre lui-même. Pendant le dîner, il toucha à peine à sa nourriture. Son fils Daniel parlait avec enthousiasme de l'université, mais Alejandro l'écoutait à peine. Dans son esprit, seule la même image se répétait, l'homme en tunique blanche assis dans son tribunal comme si celui-ci lui appartenait. Cette nuit-là, tandis que la pluie frappait les fenêtres de l'appartement, Alejandro se servit un verre de tequila pour tenter de calmer ses pensées. Il le but d'un trait, sentant la brûlure descendre dans sa gorge. Il essaya de lire un dossier, mais les lettres se mélangeaient. Il ferma le document avec frustration et se regarda dans le miroir du bureau. Ses cernes étaient profonds. Son visage durci semblait plus vieux que d'habitude. « Je suis un juge, un homme de loi », se dit-il d'une voix tremblante. « Je ne peux pas me permettre ces fantasmes. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une simple illusion. Quelque chose se passait, quelque chose qui le défiait au-delà de toute logique. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Alejandro Moral sentit son monde de certitude commencer à se fissurer. L'insomnie était devenue une visiteuse constante. Alejandro se retournait dans son lit les yeux ouverts, écoutant le bruit lointain de la ville qui ne dormait jamais. Elena se reposait à ses côtés, respirant doucement, inconsciente de la tempête qui le déchirait de l'intérieur. Chaque fois qu'il fermait les yeux, cette silhouette en tunique blanche apparaissait dans son esprit, le regardant en silence, sans avoir besoin de mots. Le troisième matin consécutif, en entrant au tribunal, il le vit de nouveau. Il était là, occupant le même banc, comme s'il ne s'était jamais déplacé. Personne ne semblait le remarquer. Alejandro essaya de concentrer son attention sur le procès qu'il devait présider, mais c'était comme essayer de lire avec un feu allumé devant ses yeux. « C'est trop », pensa-t-il en serrant le maillet entre ses mains. « Si je continue comme ça, je vais perdre le contrôle. » Sa gorge était sèche. Il ordonna une pause et sortit dans le couloir, où la lumière grise du matin entrait par les baies vitrées. Il alluma une autre cigarette, bien qu'il sût qu'il replongeait dans une habitude qu'il avait abandonnée il y a des années. Pendant la pause, un de ses collègues l'aborda. « Moral, tout va bien ? Je te trouve distrait. »« Je suis fatigué, c'est tout, » répondit Alejandro avec brusquerie. « Alors repose-toi, mon ami, car dans la salle, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Alejandro esquissa un sourire amer et retourna à son poste,
mais au fond, ces mots le blessèrent. Oui, c'était comme voir un fantôme impossible à expliquer, un fantôme qui remuait de vieilles blessures qu'il croyait cicatriser. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Elena l'attendait avec une tasse de café. « Alejandro, tu m'inquiètes » dit-elle doucement, en s'asseyant en face de lui. « Tu es silencieux, nerveux ? Tu n'es plus le même. » Il évita ses yeux. « Ce sont les affaires, c'est tout. Beaucoup de travail. » Elle soupira. « Je ne te crois pas. Je te connais depuis 30 ans. Tu ne peux pas me tromper. Il t'arrive quelque chose. » Il voulut parler, lui raconter ce qu'il voyait, mais il se retint. Que dirait Elena? Qu'il perdait la raison, qu'il avait besoin d'un médecin. Il préféra garder le silence, bien qu'il ressentît au fond de lui le besoin de se confier. Les jours passèrent et la situation empira. Alejandro se réfugiait dans la tequila chaque soir, cherchant à endormir son esprit. La brûlure de l'alcool était un soulagement momentané, mais en fermant les yeux, la silhouette revenait. Il commença alors à craindre que la folie ne soit héréditaire. Il se souvint que son père, un paysan au caractère dur, avait eu des épisodes de délire dans ces dernières années. Serait-il maintenant la prochaine victime? Un matin, incapable de dormir, il se dirigea vers le balcon de l'appartement. La ville était illuminée de milliers de lumières, un fleuve incessant de voitures sur le périphérique. Alejandro s'appuya sur la rambarde et murmura « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi ?» Le vent froid lui frappa le visage et pendant un instant, il eut la certitude que quelqu'un l'écoutait. Il ne sut pas s'il s'agissait d'une consolation ou d'un tourment. Le lendemain, au tribunal, la silhouette était toujours là, mais cette fois, Alejandro perçut quelque chose de différent. L'homme l'observait avec un calme qui semblait défier sa résistance. Le regard n'était pas accusateur, mais patient, comme s'il lui laissait le temps de décider. Ce jour-là, Alejandro ressentit un conflit qui le déchirait. Une partie de lui voulait fuir, quitter son poste, s'enfermer loin de tout. L'autre partie, celle qui avait consacré sa vie à la justice, résistait à l'idée d'accepter qu'il perdait le contrôle. Le doute le consumait. S'agissait-il d'une révélation divine ou son esprit avait-il finalement cédé? Lorsque la journée se termina, il se dirigea vers la sortie d'un pas lent. Un jeune avocat le rattrapa pour lui remettre un document, mais en le regardant fixement, Alejandro crut voir dans ses yeux le même reflet serein que la silhouette du tribunal. Il cligna des yeux et l'illusion disparut, le laissant plus confus que jamais. Au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas continuer à ignorer ce qui se passait, mais accepter ce qu'il voyait signifiait briser le mur de rationalité qu'il avait construit toute sa vie. Et Alejandro Moral n'était pas prêt à le démolir, du moins pas encore. L'affaire du jour était celle d'un jeune homme de Tepito accusé de vol. Alejandro passait en revue le dossier tandis que le murmure de la salle s'éteignait peu à peu. Le jeune homme d'accent grave peine 20 ans avait le visage durci par la vie dans la rue, mais dans ses yeux, il y avait un éclat qui ne correspondait pas à la froideur du délit décrit dans les documents. Le procureur parla d'une voix ferme, racontant comment le jeune homme avait été surpris en train de voler dans un magasin d'électronique. Il présenta des preuves, une caméra de sécurité, quelques témoins. La défense, en revanche, disposait de peu de ressources. L'avocate commise d'office semblait novice avec un discours tremblant qui convainquait peu. Alejandro écoutait tout, mais son esprit n'était pas tranquille. En levant les yeux, il y avait encore l'homme en tunique blanche assis au premier rang, observant. Ce regard le transperçait. Et pour la première fois depuis des années, Alejandro ne pouvait pas décider avec froideur. C'est une affaire simple, pensa-t-il. Les preuves sont claires. Le garçon est coupable. Mais son cœur s'agitait fortement. Il se souvint de ses propres promenades de jeunesse dans les quartiers difficiles d'Oaxaca, quand il n'était pas encore juge, quand il ne portait pas encore l'armure de la loi. Il se souvint d'amis de son enfance qui avaient fini en prison, non pas par méchanceté, mais par nécessité. Pendant la déposition du jeune homme, Alejandro l'observa attentivement. « Dis-moi la vérité » demanda-t-il d'une voix grave. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le jeune homme baissa la tête en serrant les poings. « Ma mère est malade. J'avais besoin d'argent pour ses médicaments. Je n'ai pas de travail, je n'ai rien. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur l'interrompit immédiatement. « Des excuses, monsieur le juge. Rien ne justifie le vol.
La loi est claire. Alejandro le regarda fixement. La loi est claire. Oui, mais la justice doit aussi écouter. À cet instant, il sentit le regard de l'homme en tunique blanche plus intense que jamais, comme s'il l'invitait à prendre une décision différente. Alejandro respira profondément, luttant contre lui-même. Il savait qu'un juge ne pouvait pas se laisser emporter par les émotions, mais quelque chose en lui se rebellait contre le mécanisme froid qu'il avait suivi toute sa vie. Le jugement devait être rendu. Alejandro leva le maillet avec tous les yeux fixés sur lui et, dans un acte qui surprit tout le monde, il décida de condamner le jeune homme à une peine moins lourde, remplaçant la prison par des travaux d'intérêt général et l'obligation de suivre des programmes de réadaptation. Un silence tendu emplit la salle. Le procureur serra les lèvres avec une rage contenue. La défense n'en revenait pas. Le jeune homme leva les yeux et pendant une seconde, Alejandro jura voir de la gratitude dans ses yeux. En sortant de la salle, un de ses collègues l'aborda avec dureté. Qu'est-ce que c'était que ça, Morale? Ce garçon devait être derrière les barreaux. Alejandro répondit calmement, bien qu'il brûlât d'insécurité intérieurement. La justice n'est pas toujours la même que la loi. Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'il comprit ce qu'ils signifiaient. Il était en train de briser son propre schéma, mettant en danger sa réputation. L'écho de cette décision se propagerait et tous ne le regarderaient pas avec compréhension. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Elena l'accueillit avec surprise. « Aujourd'hui, tu es différent, dit-elle, comme si tu t'étais libéré d'un poids. » Alejandro sourit faiblement, mais à l'intérieur, la lutte continuait. Qu'avait-il fait? Avait-il été juste ou avait-il simplement cédé à une illusion qui le poursuivait? Alors qu'il essayait de trouver le sommeil, il se souvint de nouveau de l'homme dans le tribunal assis en silence, et il comprit que cette silhouette ne partirait pas de sitôt, qu'elle l'obligerait sans cesse à se confronter à lui-même. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa décision commençait à générer des rumeurs dangereuses dans les couloirs de la justice et que ce petit acte de compassion serait l'étincelle d'un feu bien plus grand. La rumeur commença comme un murmure dans les couloirs du palais de justice, mais elle se transforma rapidement en un écho qui atteignit tous les coins. Le juge moral s'est adouci, disaient certains. Il protège les criminels, murmuraient d'autres. La décision qu'il avait prise avec le jeune homme de Tepito n'était pas passée inaperçue. Et dans un environnement où la dureté était synonyme d'autorité, son acte de compassion sonnait presque comme une trahison. Alejandro le remarqua immédiatement. Les collègues qui le saluaient autrefois avec respect, le regardaient maintenant avec méfiance, certains même avec une méfiance à peine dissimulée. À la cafétéria du tribunal, les conversations cessaient lorsqu'il entrait. Il n'avait pas besoin d'entendre les mots exacts. La froideur dans les regards suffisait à comprendre que quelque chose avait changé. Un après-midi, son vieil ami et compagnon de toujours, Ramirez, le rattrapa en sortant d'une audience. Ramirez était un avocat de prestige, toujours bien habillé, les cheveux gominés et le sourire assuré, mais cette fois, il le regarda avec sérieux. « Alejandro, il faut que nous parlions. »« De quoi s'agit-il » demanda-t-il, bien qu'il en ait déjà deviné la raison. « De ce que tu as fait avec ce garçon, tout le monde en parle. Ils disent que tu as perdu le jugement, que ta compassion t'obscurcit l'esprit. » Alejandro le regarda fixement avec une fatigue qu'il ne pouvait cacher. « J'ai pris la décision qui me semblait juste. Ni plus, ni moins. » Ramirez claqua la langue. « Juste pour toi, peut-être. Mais ici, il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de la loi. Et si tu continues comme ça, ils vont te retirer ton poste. Ne m'oblige pas à te le dire encore une fois. » Les mots lui pesèrent comme du plomb. Ramirez ne parlait pas en l'air, il était proche des magistrats et avait des contacts dans la presse. S'il répétait cet avertissement, c'est que le risque était réel. Le lendemain, Alejandro vit son nom dans un article d'un journal local. Le titre disait « Le juge moral, indulgent avec les criminels ». Le texte insinuait la corruption. Il suggérait que sa décision avait été influencée par des pots de vin ou des pressions extérieures. Alejandro serra le journal avec rage, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Ce soir-là, Elena remarqua son silence plus pesant que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle en servant le dîner. Il lui montra l'article, laissant le papier froissé sur la table. « Regarde ce qu'ils disent de moi. » Elle le lut calmement, levant les yeux ensuite. « Ce sont des mots, Alejandro. Tu sais qui tu es et ce que tu as fait.
Il frappa la table du poing. Tu ne comprends pas. Dans ce monde, les mots pèsent plus que les actes. Une rumeur suffit à te détruire. Daniel, qui écoutait depuis le salon, intervint. Papa, est-ce vrai ce qu'ils disent? Tu as vraiment relâché un voleur? Alejandro le regarda avec sévérité. Je ne l'ai pas relâché. Je lui ai donné une seconde chance. Le garçon souffla avec dédain. Ça sonne bien dans un sermon, mais pas dans un tribunal. Le commentaire le transperça comme un couteau. Son propre fils, reflétant la dureté qu'il avait lui-même enseignée pendant des années, s'enferma dans son bureau avec la bouteille de tequila comme unique compagnie. Pendant des heures, l'esprit d'Alejandro fut tiraillé entre la rage et le doute, avait-il raison et sa compassion était-elle en réalité de la faiblesse? Mais alors, au milieu de la confusion, il se souvint des yeux du garçon de Tepito, de la gratitude silencieuse qu'il avait vue en eux, et il se souvint surtout de la silhouette en tunique blanche, patiente, constante, le regardant en silence depuis le premier rang. Le conflit était insupportable. Dehors, la pluie tombait sur la ville comme une lamentation. À l'intérieur de lui-même, Alejandro se demandait combien de temps il pourrait encore supporter le poids du rejet social, du discrédit et des doutes qui grandissaient comme des ombres. Et dans ce tourbillon d'émotions, il comprit que ce qu'il avait fait était irréversible. Ce qui allait arriver serait encore plus difficile. Les jours suivants furent un fardeau insupportable pour Alejandro. Au tribunal, les regards accusateurs le poursuivaient. Dans les journaux, son nom apparaissait associé à des rumeurs de faiblesse et de corruption. Chaque soir, il rentrait chez lui avec le poids d'un homme qui ne trouvait plus de repos, pas même dans ses propres pensées. Elena l'observait en silence avec cette patience qu'elle avait cultivée pendant des années de mariage, mais son cœur brûlait d'inquiétude. Un matin de dimanche, alors qu'il passait en revue des dossiers dans son bureau avec une tasse de café froid à ses côtés, Elena entra avec une décision dans les yeux. « Alejandro, dit-elle d'une voix ferme, viens avec moi à la basilique de Guadalupe. » Il leva les yeux du papier en fronçant les sourcils. « Pourquoi faire? Est-ce que prier résoudra mes problèmes avec la magistrature? » Non, répondit-elle calmement. Mais cela résoudra peut-être les problèmes de ton cœur. Alejandro souffla avec impatience, mais quelque chose dans le ton d'Elena l'empêcha de la rejeter immédiatement. Il y avait dans son regard une conviction qu'il ne pouvait ignorer. Finalement, il soupira. D'accord, mais seulement parce que tu as besoin de compagnie, pas parce que je crois au miracle. En arrivant à la basilique, le brouhaha des pèlerins l'enveloppa. Des gens de toutes les régions du pays arrivaient avec des fleurs, des bougies et des chants. L'air sentait la cire fondue et l'encens. Alejandro, habitué au couloir froid du tribunal, se sentait déplacé, comme un étranger en terre étrangère. Ils marchèrent jusqu'à l'autel où l'image de la Vierge s'élevait resplendissante. Elena s'agenouilla immédiatement, fermant les yeux dans une prière silencieuse. Alejandro, en revanche, resta debout les mains dans les poches et le geste durci. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu de cette mer de fidèles, Alejandro sentit une présence familière. Il tourna la tête et, dans la foule, il crut revoir l'homme en tunique blanche. Son cœur fit un bond. Il était là, le regardant avec la même sérénité qu'au tribunal. Personne d'autre ne semblait le remarquer, comme toujours. Alejandro sentit un frisson et pendant un instant, la rigidité de sa raison commença à vaciller. Elena ouvrit les yeux et le regarda. « Qu'est-ce qui se passe, Alejandro? Tu as l'air pâle. » Il déglutit. « Rien, c'est juste la chaleur. » Après la messe, alors qu'il marchait vers la sortie, Elena prit sa main avec tendresse. « Alejandro, je demande à la Vierge de toucher ton cœur depuis des années. J'ai prié, même quand tu te moquais de mes prières. Je sais que tu portes quelque chose de plus grand que tu ne veux l'admettre. » Il détourna le regard, sentant sa voix se briser s'il répondait. « Tu ne comprends pas, Elena. Tu ne sais pas ce qu'il s'interrompit, incapable d'avouer ce qu'il voyait. Elle le serra doucement dans ses bras. « Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je sais seulement que tu n'es pas seul. Dieu t'écoute, même si tu ne veux pas l'écouter. » De retour à la maison, Alejandro resta silencieux pendant tout le trajet. La ville grouillait de son bruit incessant, mais il était piégé dans ses pensées. Les mots d'Elena résonnaient comme un écho inconfortable. « Tu n'es pas seul. » Et au fond, il craignait qu'il ne soit vrai.
Ce soir-là, en se couchant, il se souvint de la silhouette parmi les fidèles dans la basilique. Ce n'était pas une illusion passagère. Il l'avait senti aussi réel que le froid du marbre sous ses pieds. Et bien qu'il ait essayé de se convaincre que c'était le produit de sa fatigue, il ne put s'empêcher de se demander s'il ne s'agissait pas en réalité d'un appel. La foi d'Helena, si ferme et constante, contrastait avec son scepticisme usé. Mais pour la première fois depuis des années, Alejandro se permit une brèche dans sa carapace et, dans cette brèche, quelque chose de nouveau commença à entrer, bien qu'il ne le reconnût pas encore. L'affaire avait éclaté dans les journaux télévisés de tout le pays. Un entrepreneur de Regiomontano, accusé de corruption et de détournement de fonds de millions de dollars, allait être jugé à Mexico. Alejandro fut désigné comme juge principal, une responsabilité qui le plaçait sous le regard attentif des politiciens, des entrepreneurs et des médias. Le palais de justice se remplit de caméras, de microphones et de journalistes qui cherchaient chacun de ses gestes, chacun de ses mots. Dès le matin, Alejandro sentit la tension dans l'air. Dehors, des manifestants criaient des slogans contre la corruption, tandis que d'autres défendaient l'entrepreneur, alléguant une persécution politique. En entrant dans la salle, Alejandro perçut un silence dense, comme si tous retenaient leur souffle. Et là, parmi la foule de visages anxieux, il distingua encore cet homme en tunique blanche, assis comme toujours, l'observant avec le même calme immuable. Le procureur présenta des preuves irréfutables, des transferts illicites, des contrats falsifiés, des témoignages d'employés qui dénonçaient les pratiques troubles de l'entrepreneur. La défense, puissante et arrogante, contre-attaqua avec une armée d'avocats qui tentaient de discréditer chaque preuve. Alejandro écoutait attentivement, mais à l'intérieur, il menait une autre bataille. Il savait ce qu'on attendait de lui. Il savait que, plus d'une fois, des juges avaient cédé aux pressions et avaient rendu des jugements favorables à des personnalités puissantes. Les appels anonymes avaient déjà commencé à arriver à son domicile. « Prends soin de ta famille », lui avait murmuré une voix dans l'un d'eux. Le message était clair. Acquitter l'entrepreneur était la voie sûre. Pendant une pause, Ramirez s'approcha de lui avec un geste grave. « Alejandro, écoute. Ne te mets pas à dos ces gens. Tu n'as aucune idée du pouvoir qu'ils manipulent. Signe l'acquittement et tout restera calme. » Alejandro le regarda fixement. « Me suggères-tu de vendre ma conscience ?» Ramirez baissa la voix. « Je te suggère de protéger ta vie et celle de ta famille. Parfois, céder n'est pas de la lâcheté, c'est survivre. » Ces mots le poursuivirent lorsqu'il retourna à son siège. Devant lui, l'entrepreneur l'observait avec un sourire confiant, sûr que l'argent le protégerait. Mais alors, Alejandro leva les yeux vers le premier rang. L'homme en tunique blanche le regardait avec intensité, sans avoir besoin de mots. Sa seule présence semblait lui rappeler que la vraie justice ne pouvait s'acheter. Le cœur d'Alejandro battait fort alors qu'il prenait sa décision. Il respira profondément, leva le maillet et prononça le jugement. L'entrepreneur était coupable de corruption. La salle explosa en murmures, cris et applaudissements mêlés. Les journalistes coururent transmettre la nouvelle tandis que les avocats de la défense s'indignaient et promettaient de faire appel. L'entrepreneur perdit son sourire et une lueur de haine apparut dans ses yeux. Alejandro sentit un frisson lui parcourir le dos, conscient qu'il avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Helena l'attendait le visage inquiet. « Je sais ce qui s'est passé », dit-elle d'une voix tremblante. « Alejandro, es-tu sûr de ce que tu as fait ?» Il acquiesça calmement, bien qu'il tremblât à l'intérieur. « J'ai fait ce que je devais. Je ne pouvais pas le laisser impuni. » Elle le serra fort dans ses bras, comme si elle voulait le protéger d'un danger invisible. « Alors prépare-toi, car ils ne vont pas rester tranquilles. » Dans la solitude de son bureau, Alejandro se servit un verre d'eau, évitant cette fois la tequila. Il s'assit en respirant profondément et se souvint du regard ferme qui l'avait accompagné toute la journée. Cette silhouette ne lui avait rien dit, mais cela avait été suffisant pour lui donner le courage dont il avait besoin. Cependant, une ombre s'installait dans son esprit. Il savait que le prix de sa décision ne tarderait pas à arriver et la peur, bien qu'il essayât de la cacher, commençait déjà à grandir en lui. L'écho de la condamnation de l'entrepreneur retentit dans tout le pays, mais pour Alejandro, les conséquences arrivèrent bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, en arrivant au tribunal,
il attendait un ordre froid et catégorique, suspension temporaire de ses fonctions pendant que d'éventuelles irrégularités dans sa conduite étaient examinées. La nouvelle le frappa comme un coup de massue. Jamais, en plus de 30 ans de service, il n'avait été suspendu. Les couloirs qu'il avait autrefois parcourus avec dignité se transformèrent en territoire hostile. Les employés le regardaient du coin de l'œil, certains avec pitié, d'autres avec une moquerie à peine dissimulée. Alejandro serra la mâchoire et sortit sans dire un mot, mais intérieurement, il sentait le sol s'effondrer sous ses pieds. En rentrant chez lui, Elena l'accueillit avec une étreinte silencieuse. Il resta rigide, incapable de répondre. « Je t'avais prévenu », murmura-t-elle les larmes aux yeux. Il n'allait pas rester tranquille. Alejandro s'effondra sur le fauteuil, se couvrant le visage de ses mains. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai résister, Elena. » Ce même jour, les menaces commencèrent. D'abord, un appel anonyme au petit matin, une voix rauque qui dit seulement « Nous savons où tu habites. Laisse les choses comme elles sont. » Alejandro raccrocha immédiatement, mais la peur s'incrusta dans sa poitrine. Puis, il remarqua une voiture sombre garée devant son immeuble pendant plusieurs nuits de suite. Aucun des voisins ne semblait la reconnaître. Daniel, en l'apprenant, explosa de rage. « Papa, tu vas nous ruiner la vie, tu ne t'en rends pas compte? Pourquoi as-tu besoin de te battre avec des gens puissants ?» Alejandro le regarda avec douleur. « Fils, j'ai fait ce qui était juste. » Juste? Et à quoi sert ce qui est juste si nous finissons morts ou ruinés? Le silence qui suivit fut insupportable. Alejandro sentit que chaque mot de son fils était un poignard qui lui transperçait la conscience. Risquait-il trop? Valait-il la peine de mettre en danger ceux qu'il aimait? Les nuits devinrent interminables. Il se levait du lit, se promenait dans l'appartement dans l'obscurité, écoutant le moindre bruit étrange.